L'onirologie, l'art d'interpréter les rêves. Qu'est-ce que l'onirologie? Quand je dis que je suis onirologue, les gens ne voient pas ce que c'est. Pour faire simple, j'interprète les rêves. Mais le vrai mot de l'interprète des rêves, c'est l'onirologue. Et la discipline s'appelle l'onirologie. C'est un joli mot que dans cette vidéo, je vous propose de redécouvrir. Donc quand enfin mon interlocuteur réalise que mon métier consiste à interpréter les rêves, et que c'est pas une blague, il y a rarement aucune réaction. Soit l'interlocuteur trouve ça étonnant et il se met à me raconter des rêves qui l'ont marqué, à me dire ce qu'il en pense, et il me pose des questions. Ou bien il reste un peu interdit et moi je sens que ça veut dire bon, je vais m'efforcer de lui montrer que je respecte mais que je trouve ça très bizarre. Donc ça crée un petit malaise. Et pourtant, l'onirologie, l'art d'interpréter les rêves, est un art vieux comme le monde. Le métier d'onirologue est un métier très ancien. Donc dans cette vidéo, nous verrons que l'onirologie, qui est une pratique qui existe dans toutes les cultures, est très ancienne, est une tradition très ancienne dans notre coin du monde, et que c'est une branche aujourd'hui de la psychologie qui est en voie de redécouverte. Quelle est l'étymologie du mot onirologie? C'est une racine grecque composée de deux mots, oniros, qui signifie le songe, et logos, qui signifie le discours. L'onirologie est donc l'étude des rêves. Au sens littéral, on va étudier le discours de rêve. Le rêve comme étant une forme de discours qui provient donc de l'âme, de l'inconscient, à peu près où on veut, ça dépend ensuite des croyances, mais c'est attesté que le rêve est considéré avec sérieux comme une forme de discours. Ainsi, la formation du mot est conforme à ce qu'on sait aujourd'hui du rêve et la manière dont on va l'aborder. Donc le rêve est bien une forme de la pensée, mais qui surgit dans un contexte particulier qui est l'état du sommeil, où l'activité cérébrale est différente. Le rêve est un discours à plusieurs voix, où on a l'occasion d'entendre le point de vue de l'inconscient, le point de vue de l'intuition, de la sensation, de l'émotion, etc. Donc c'est pas du tout un discours qui est figé et rigide, on peut entendre beaucoup d'échos. Et donc ça c'est intéressant parce que dans la journée, avec toutes les choses qu'on a à faire, c'est très difficile pour nous de se mettre à l'écoute de sa sensation, de son intuition, de son inconscient, puisqu'on est préoccupé par les choses à faire, et donc on va privilégier plutôt la fonction pensée, la réflexion, le raisonnement rationnel, ce qui est tout à fait normal. Mais donc la nuit, comme on a le lobe frontal qui est désactivé, et que c'est le lobe frontal qui nous permet justement d'assurer la communication, le raisonnement, la réflexion, etc., eh bien, l'inconscient est absolument libre de s'exprimer. C'est pourquoi on dit que le rêve est la voix royale de l'inconscient, comme disait Freud, et il a absolument raison. Donc en fait, la nuit, le moi de la vie diurne, avec le mental, avec ses préoccupations, est en quelque sorte désactivé. L'état de sommeil et la modification de l'activité cérébrale empêche donc la pensée d'être formulée de la même manière que dans la vie diurne, c'est-à-dire lorsqu'on est éveillé, et donc ça permet à une autre type de conscience de s'exprimer. Le rêve révèle donc le caractère inconscient de la problématique du rêveur, c'est-à-dire qu'on va avoir accès à une autre dimension qui est plutôt ignorée dans la journée. Et c'est ce qui explique aussi l'originalité du rêve, puisqu'on est sur une pensée à un stade primordial qui n'a pas encore été filtré par le mental, par la réflexion, qui n'a pas encore été assimilée et verbalisée. L'onirologie est donc l'écoute du discours intérieur. L'onirologue est celui qui va se mettre à l'écoute de ce genre particulier de discours qu'est le rêve, une pensée produite pendant le sommeil. L'onirologue est donc habitué au langage symbolique de l'inconscient. Son métier en tant qu'onirologue, ça va être de décoder ce langage plus ou moins symbolique de l'inconscient pour permettre au sujet d'assimiler le message et de vraiment accéder à toutes les parties de sa problématique, ou du moins à plusieurs parties de sa problématique. Donc d'accéder aux informations qui portent en lui, dans son inconscient, pour mieux appréhender sa situation personnelle. Et donc dans cette perspective, la psychologie, il me semble, a tout intérêt à s'intéresser à l'onirologie, que ce soit dans l'intérêt du thérapeute et également, évidemment, dans l'intérêt du rêveur. Qu'est-ce que l'onirologie apporte au thérapeute? Pour le thérapeute, l'onirologie va lui donner un outil qui, moi, me semble être assez puissant. Le rêve est le meilleur endroit et le meilleur moyen pour aller observer ce qui se passe directement dans le psychisme de quelqu'un. Être en mesure de pouvoir recevoir les rêves et de pouvoir les comprendre va être important pour le thérapeute parce que ça va lui permettre d'aller voir directement ce qui se passe dans l'inconscient et donc de mieux comprendre ce que son âme exprime. Le rêve étant une forme de discours, le rêve peut aborder des tas de sujets. Et donc l'onirologie, ça va être très pratique pour aller observer les résistances, les traumas, la sensibilité de la personne, puisque ce sont des choses qui sont dans l'inconscient et donc ça va permettre de mieux les voir et donc pouvoir plus facilement s'orienter pour le thérapeute. Et donc de mieux comprendre les enjeux intimes de la situation de la personne qu'il est en train d'aider. Et puis, intégrer l'analyse des rêves à son accompagnement va permettre aux personnes qu'on accompagne d'être plus proactifs dans leur aller mieux et à se détacher de la seule version de leur moi, c'est-à-dire de la seule version de ce que leur moi conscientise. Donc je m'explique. Ce que l'onirologie va apporter aux personnes qu'on aide. Pour comprendre ça, on va repartir du point de vue de l'inconscient. Donc qu'est-ce que l'inconscient? L'inconscient, c'est
Par définition, tout ce qui n'est pas conscient, donc on n'en a pas conscience, mais on peut avoir de temps en temps des indices comme ça dans notre vie de tous les jours, dans les lapsus, dans les actes manqués, dans des mots qu'on va employer qui sont un peu des mots clés. Pourquoi j'ai utilisé ce mot et pas celui-là? Dans des schémas qui se répètent dans notre vie, dans des situations dans lesquelles on se retrouve et quelque part on est un petit peu provoqué, dans notre tendance à faire de la surinterprétation, dans l'impulsivité, dans les bourdes et dans le symptôme évidemment. Donc tout ça, dont on peut faire l'expérience et qu'on peut dire oui, effectivement, je fais l'expérience de l'inconscient. Il y a des explications, c'est pas pour rien, pour comprendre et pour démêler un petit peu les choses et essayer de se débarrasser des choses dont on n'a pas besoin et qui nous freinent en fait dans notre épanouissement. Il va falloir aller enquêter en soi et découvrir des tensions, des blocages, mais aussi quelles sont nos envies, nos désirs profonds et quelles sont les possibilités en nous auxquelles nous n'avons pas accès et qui vont nous permettre justement de trouver les ressources pour effectuer ce travail. Et donc si l'inconscient est inconscient et si travailler sur soi est un travail, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose dans lequel on s'implique, et qui n'est pas sans difficulté, c'est bien parce qu'il est difficile pour le moi, pour le self, d'admettre certaines choses. Et c'est ce qui arrive en analyse ou dans thérapie. On fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Parce que le moi, il retient, il y a les résistances qui retiennent. Mais à terme, on avance. Si à ce moment-là, on analyse le rêve d'un quelqu'un, il ne pourra plus projeter des intentions sur l'analyste, c'est-à-dire l'analyste essaye de me faire aller dans cette direction-là, et il ne pourra pas non plus projeter sur les autres, en fait, ses propres responsabilités. Puisqu'il sera bien obligé de découvrir le message du rêve, donc de son rêve, et il sait très bien que son rêve vient de lui. Ça vient pas de l'extérieur. Étant donné que le rêve, c'est lui qui l'a reçu pendant son sommeil, il ne pourra pas dire que le conseil du rêve est le conseil de l'analyste ou l'opinion de son moi. Si le travail est correctement fait, on va permettre au message inconscient d'émerger, et il ne s'agit pas pour l'analyste de prescrire, pour le neurologue de prescrire, ou pour de dire voilà ce que ça veut dire. C'est vraiment un travail qui se fait à deux. On va essayer de faire émerger le message, un peu comme une sculpture de marbre, en fait, où on va creuser jusqu'à ce que la sculpture émerge. Et donc, en se mettant à l'écoute de ses rêves, le rêveur va petit à petit se mettre à l'écoute de soi-même et assouplir quelque part sa vision des choses et assouplir une rigidité de son moi qui le fait souffrir. Alors maintenant, je vais vous faire une petite histoire de l'onirologie pour que vous puissiez voir comment ça se passait avant et comment ça se passe maintenant. Un petit peu avoir une vision rapide de l'onirologie dans notre histoire, dans l'histoire de l'Europe et du bassin méditerranéen. Donc l'onirologie hier et aujourd'hui. L'onirologie est un très vieil art qui est admis et répandu durant l'Antiquité. En effet, avant l'ère chrétienne, donc avant le Haut Moyen-Âge à peu près, l'Europe romaine, l'Antiquité grecque et jusqu'à l'Égypte des pharaons avaient une tradition d'interprétation des rêves sérieuse. Interpréter les rêves était alors un métier. On pouvait être seulement interprète, mais on pouvait également être interprète tout en ayant plusieurs fonctions différentes, médicales, religieuses, ou être quelqu'un qui avait une grande connaissance. Voilà. Il y avait des gens qui pratiquaient ça. Donc les interprètes, on les appelait les onirocrites, et les grands hommes avaient leur onirocrite parce qu'ils étaient conscients que écouter leurs rêves pouvait leur aider pour bien mener leur politique. Donc en Europe, cette tradition s'est perdue pendant l'ère chrétienne, ça a été interdit, et donc les gens qui interprétaient les rêves encouraient le risque d'être accusés de sorcellerie. Du coup, au fil des siècles, les gens se sont détournés de leurs rêves. Et pendant toute cette période d'Europe chrétienne, seuls les gens de l'Église pouvaient s'intéresser aux rêves parce que eux seuls étaient susceptibles d'avoir un rêve provenant de Dieu. La religion catholique estimait que Dieu pouvait s'adresser aux hommes en rêve, et d'ailleurs la Bible, le Nouveau Testament comme l'Ancien Testament regorge absolument d'histoires de rêves comme ça, mais Dieu choisissait à qui il s'adressait en rêve, il ne s'adressait pas à tout le monde. Donc le risque c'était que qui c'est qui s'adresse en rêve si c'est pas Dieu, ça pouvait être le diable. Donc voilà, mais je vous ferai une petite vidéo dédiée sur ça parce que c'est très intéressant. Bon, le fait est que du coup, ça a été interdit. Ensuite, onirologie et psychologie. Donc c'est grâce à Sigmund Freud que l'interprétation des rêves est redevenue une pratique acceptable. En 1899, Freud produit un rêve colossal qui s'appelle l'interprétation du rêve, dont on retient certaines phrases comme le rêve est la voie royale vers l'inconscient, le rêve est le gardien de sommeil, le rêve est l'accomplissement déguisé d'un désir refoulé. Alors, on a quelques notions comme ça du rêve d'après Freud. Freud, avec ce travail remarquable, tend à renouer avec la tradition tonirologie des anciens, conscient que c'était une ancienne manière de faire de la psychologie. Le mot n'existait pas, mais c'était une manière de s'intéresser à l'âme humaine et à de ce qu'elle exprimait. Il s'efforça de proposer une méthode scientifique d'interprétation des rêves, car à son époque, la psychologie luttait un petit peu pour être admise parmi les sciences humaines et donc devait revêtir dans ses travaux et dans ses recherches un aspect scientifique, c'était important. Et Freud a aussi cherché à faire du rêve un argument en faveur de sa théorie
théorie des névroses et de leur étiologie. À mon sens, je trouve qu'il manque sa cible. Et puis le livre se transforme vite en clé des songes sexuels. Donc si la théorie freudienne du rêve est à prendre avec des pincettes, car elle contient des découvertes intéressantes et des théories qui le sont beaucoup moins, le rêve est pour sûr un moyen formidable de s'enquérir de ce qui se passe dans la psyché. Tout le monde le sait, mais qui en a réellement conscience? À l'université, les cours sur le sujet sont hélas peu nombreux, et dans les familles, rares sont les moments consacrés et dédiés au récit des rêves. Il y a des familles où le matin, on se raconte ses rêves, mais bon, c'est quand même relativement rare. Il y a énormément de familles où, quand un enfant fait un rêve ou un cauchemar, on lui dit: «Ah oui, bon, bah, rendors-toi, mon chéri», et puis c'est tout, quoi. Bon, d'après moi, l'onirologie n'est pas une science, c'est un art. Et donc, concevoir l'interprétation des rêves comme un art permet de voir beaucoup plus de choses que d'après une lunette scientifique. À mon sens, c'est Carl Gustav Jung qui, à la suite de Freud, a le mieux saisi l'intérêt de l'interprétation des rêves et a le mieux exploré toutes les facettes du rêve. Donc, l'onirologie et la psychologie analytique. Carl Gustav Jung a fondé la psychologie analytique, une approche du travail psychothérapeutique qui inclut une dimension spirituelle, ainsi qu'une grande attention accordée aux rêves, au même titre qu'aux émotions, aux sensations, aux désirs, enfin tout ce qui monte en fait, tout ce qui monte en soi, dont les rêves. Avec Jung, le rêve n'est pas considéré comme l'expression d'un désir, comme c'était le cas avec Freud, mais comme une photographie du psychisme. Et donc le rêve fait des ponts entre le passé, le présent, le futur, dans une perspective de comprendre et de décoder le moment présent. Jung retient les procédés de formation mis à jour par Freud, et également observés par les anciens avant Freud, mais il va évacuer et renoncer à tout l'aspect dogmatique de la théorie freudienne. Jung observe qu'il n'y a pas qu'un type de rêve, mais il y en a énormément. Il n'y a pas qu'une seule fonction du rêve, il y en a également beaucoup, et que le rêve est un processus naturel qui ne saurait être enfermé dans une grille, dans une méthode d'interprétation, ainsi qu'a essayé de le faire Freud. Chaque rêve est unique et raconte quelque chose d'unique. Donc, exit les dictionnaires des rêves et significations standards. C'est pourquoi en onirologie, on n'utilise pas de dictionnaire des rêves. Chaque rêve a ses raisons, que la raison et les dictionnaires des rêves ignorent. L'onirologie est une discipline où le rêveur va travailler avec le thérapeute, travailler vraiment ensemble, et donc avec une troisième voie qui est la voie du rêve. Donc quelque part, on travaille avec trois têtes en fait, le rêveur, l'analyste et le rêve. Donc si vous souhaitez que je vous aide à comprendre un rêve, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en visio. Il y a des gens qui me consultent ponctuellement, seulement quand ils ont un rêve qu'ils veulent absolument interpréter là maintenant. Et puis il y a des gens qui ont envie de commencer un travail sur leur rêve, et dans ce cas-là, je les accompagne sur quelques mois, le temps de leur permettre de dénouer ce qui se passe en ce moment, et puis ensuite de voler de leurs propres ailes. Si vous voulez vous former pour devenir onirologue, j'ai créé une formation en ligne qui s'appelle le Labo du rêve. Cette formation est destinée aux professionnels de l'accompagnement, donc tous les thérapeutes, les coachs, les psys, mais également aux artistes. Les artistes s'intéressent pas mal aux rêves, et aux passionnés, tout simplement, aux gens qui veulent découvrir cette discipline et vraiment utiliser leurs rêves pour pouvoir donner plus de sens à leur vie. Donc si vous avez envie de tenir un carnet des rêves et de enfin faire parler vos rêves, cette formation est faite pour vous, vous êtes les bienvenus. Ce qui est chouette avec l'onirologie, c'est que l'onirologie peut vraiment s'intégrer à tout type d'accompagnement. Par exemple, si vous avez une formation initiale de psychologue ou de sophrologue ou d'hypnothérapeute ou thérapeute holistique, absolument toutes les formes d'accompagnement, puisque en tant que thérapeute, la personne va se sentir en confiance avec vous, et donc vous êtes plus amené à pouvoir recueillir la confidence d'un rêve. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous voulez comprendre vos rêves, je vous propose d'accéder à un cours gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Je vous expliquerai comment apprendre à interpréter les rêves sans dictionnaire des rêves, et ainsi à mieux comprendre ce qu'il se passe dans votre psyché. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. À bientôt.